Je vais vous raconter l'histoire de comment une décision prise en l'absence du patron a détruit une entreprise en 2 semaines. Et comment j'en suis venue à réaliser que ma valeur ne venait pas de mon titre, mais de 3 lettres importantes inscrites dans un registre officiel de la République française. Mon nom est Claire Morin, je suis experte comptable, et pendant 11 ans, j'ai été littéralement la colonne vertébrale d'un cabinet qui ne le savait pas. Enfin, qui ne le savait pas jusqu'au moment où on m'a virée. Commençons au début. J'ai passé mes examens d'expertise comptable en 2012. Ce n'était pas facile. 3 années d'études, des stages en entreprise, des examens écrits qui vous torturaient le cerveau, des jurys qui regardaient vos copies comme si vous aviez écrit du charabia. Mais je l'ai fait. À 33 ans, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai été inscrite à l'ordre des experts comptables et j'ai reçu mon numéro d'enregistrement, SWAT 4 305 4 E1016. Ce numéro, je peux vous le dire, c'était mon sésame. C'était ma validité professionnelle incarnée en chiffres. Et en 2013, j'ai rejoint le cabinet Harmon et Associés à Paris, rue de Rivoli, 6e arrondissement. Un petit immeuble haussmannien avec des fenêtres à meneaux et un ascenseur qui faisait un bruit de ferraille depuis 1987. Gérard Harmon, le patron, avait 52 ans à l'époque. Un homme charismatique, cheveux gris coupés courts, toujours en costume bleu marine. Il fumait des cigares dans son bureau et posait ses pieds sur la table quand il réfléchissait. Je l'aimais bien, honnêtement. Il me faisait confiance. Durant ces 11 années, je n'ai jamais remarqué qu'il regardait vraiment ce que je faisais. Il savait simplement que ça se faisait. Les audits passaient, les clients revenaient, les paperasses se remplissaient correctement. Je n'étais pas juste l'experte comptable du cabinet. J'étais l'experte comptable dont le nom figurait sur tous les agréments. Tous les contrats avec les clients mentionnaient Harmon et Associés, cabinet d'expertise comptable, représenté par Gérard Harmon, directeur associé, et supervisé en matière de conformité par Claire Morin, experte comptable agréée. Mon nom était là, gravé dans chaque document officiel envoyé à l'ordre, au fisc, aux autorités. Mon insigne professionnel était la garantie que tout fonctionnait légalement. Nous avions environ 150 clients quand j'ai commencé. Petites entreprises, PME, quelques entreprises de taille moyenne. Des boulangeries, des cabinets dentaires, des petits commerces, quelques structures de conseil. Le cabinet faisait environ 900 000 € de chiffre d'affaires annuel, ce qui n'était pas mal pour un petit cabinet de 5 personnes. Gérard, moi, 2 assistantes comptables, Sophie et Margot, et un apprenti nommé Thomas qui faisait surtout du rangement de dossiers et du café. Nous avions bien grandi ensemble. En 11 ans, nous étions passés à 230 clients. Le chiffre d'affaires avait presque doublé. Et nous avions attiré quelques très gros comptes. Le plus important, c'était Dufour et Fils, une entreprise industrielle spécialisée dans les composants mécaniques de précision pour l'automobile. Leur contrat représentait 2,8 millions d'euros par an. Oui, vous avez bien lu, 2,8 millions d'euros, c'est-à-dire 43% du chiffre d'affaires total du cabinet. Tout reposait sur ce client. Tout. Maintenant, parlons de Camille Harmon, la fille de Gérard. Elle avait 32 ans en 2024. Elle travaillait dans la communication digitale, ce qui signifiait essentiellement qu'elle était responsable des réseaux sociaux pour quelques petites startups et qu'elle avait un portfolio de clients peu stable. Elle n'avait aucune formation en comptabilité, aucune étude commerciale sérieuse, juste un diplôme de licence en communication de quelque université privée parisienne. Elle était ce qu'on appelle une enfant de riche. Elle avait grandi en voyant son père diriger une entreprise, elle pensait donc pouvoir en diriger une aussi. C'est logique, non? Évidemment non. Mais elle pensait que c'était logique. Gérard avait une relation compliquée avec Camille. Elle était son unique enfant, fruit de son mariage avec Isabelle, une femme qui avait quitté le domicile conjugal en 2003 pour suivre un danseur argentin. Gérard avait élevé Camille seule après ça, et je pense qu'il n'avait jamais vraiment su comment lui dire non. Elle était gâtée, mais pas de façon grossière, c'était plus nuancé.
Elle avait tout obtenu sans l'effort qui normalement accompagne l'obtention des choses. Un appartement à Montmartre payé par papa, des vacances à Mykonos payées par papa, une petite voiture BMW payée par papa, une allure générale de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin d'être excellente parce que être la fille de quelqu'un d'excellent suffisait. Le 1er août 2024, Gérard m'a appelé dans son bureau. Il était en costume de lin couleur crème, prêt pour partir. Il avait 2 semaines de vacances en Corse. Il louait une villa à Calvi chaque année. 2 semaines tranquilles avec un bon livre, une bonne bouteille de vin blanc sec et l'aménager qui n'appellerait pas. Il m'a dit « Claire, je m'en vais demain matin. Je me repose. Les dossiers en cours sont chez vous. Vous savez ce que vous faites. » Camille va passer 2 semaines au cabinet. Elle va voir comment ça marche. Ça lui ferait du bien de voir ce que je fais vraiment. J'ai senti quelque chose. Un petit froid dans l'estomac. Rien de concret, juste une intuition. J'ai dit « Bien sûr, patron, mais Camille, elle n'a jamais travaillé en comptabilité, elle ne connaît pas nos clients, elle ne… » Et il m'a levé la main. « Je sais, mais elle va juste observer. Elle va suivre vos opérations, elle va voir comment les audits se font, elle va rencontrer les clients. De l'observation. Elle est assez grande pour ça. » J'ai acquiescé. Je n'avais pas d'autre choix. Gérard était le patron. C'était sa société, sa fille, sa vie. Moi, j'étais juste l'experte comptable qui tenait tout debout. Donc j'ai accepté. J'ai dit à Sophie et Margot de faire attention à ce qu'elles disaient, de rester professionnelles et de garder les dossiers sensibles sous clé. Elles ont compris. Elles avaient compris aussi que quelque chose n'était pas normal. Camille est arrivée le 2 août à 10h30. Elle portait un blazer rose pâle et des lunettes de soleil Chanel, même si elle était en intérieur. Elle a regardé le bureau comme si elle visitait un musée. Elle a dit « Alors, c'est ici que tout cet argent magique apparaît ?» Et j'ai pensé « Merde ». Elle a passé le premier jour à discuter avec les clients. Sophie et moi avons tenté de la contrôler, de lui rappeler que certains dossiers étaient confidentiels, mais elle avait cette assurance tranquille de quelqu'un qui pensait que les règles ne s'appliquaient pas à elle. Elle a demandé combien nous facturions à Dufour et Fils. J'ai refusé. Les contrats clients, c'est confidentiel. Elle a rigolé et elle a dit « Maman, c'est mon père qui paie tes salaires. » J'ai dit « Oui, mais pas directement. Et les clients paient aussi. » Le deuxième jour, elle a commencé à critiquer. Elle a dit à Sophie que nos modèles de rapport n'étaient pas assez modernes. Elle a regardé notre logiciel de comptabilité, un logiciel qu'on avait déployé en 2019, entièrement adapté aux normes françaises, que les clients adoraient parce qu'il était intuitif, et elle a dit que c'était dépassé. Elle a parlé d'une agence de design graphique qu'elle connaissait qui pourrait reprendre l'image du cabinet. Elle voulait nous faire un rebrand. J'ai commencé à m'inquiéter sérieusement. Le 3e jour, elle a demandé à voir les comptes du cabinet, c'est-à-dire les comptes du cabinet lui-même, pas les comptes de nos clients. Je lui ai montré. Le cabinet avait environ 2,3 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année-là, avec des marges nettes d'environ 35%. C'est normal pour un cabinet d'expertise comptable. Gérard était très bien payé, ses associés aussi. Et moi, je touchais un salaire très confortable, 95 000 euros par an, plus prime. En 2025, c'était honnête pour une experte comptable en région parisienne, avec 11 ans d'expérience dans un cabinet stable. Camille a regardé les chiffres comme si elle regardait une pièce de théâtre. Elle a dit « C'est tout ? 2,5 millions avec la taille de ce cabinet ?» Et j'ai pensé à lui expliquer comment marchait une expertise comptable, comment les marges étaient limitées par la nature même du travail, comment c'était déjà très respectable comme performance. Mais je n'ai rien dit. Elle n'avait pas le droit de savoir ces choses. Puis, le 4e jour, quelque chose a changé. Elle m'a appelée dans le bureau de Gérard. Elle s'était installée dedans, elle était assise dans sa chaise, ses pieds sur la table, un geste qu'elle avait clairement appris de son père, mais qui semblait obscène quand c'était elle qui le faisait. Elle a dit « Claire, je veux te parler directement. » Je me suis assise en face d'elle. « J'ai réfléchi au cabinet, » elle a commencé, « et je crois qu'il y a un vrai problème d'efficacité. Je pense qu'il faut réduire les coûts.
réduire les surcharges. Et je pense que tu es une surcharge. J'ai cru que j'avais mal entendu. J'ai dit « Pardon ?» Tu gagnes 95 000 € par an, plus les primes. C'est beaucoup pour une personne qui n'utilise que 40% de ses capacités quotidiennement. Je pense qu'on peut faire le travail avec moins. Justine, tu sais, ma meilleure amie, elle cherche justement du travail. Elle a une licence en sciences sociales, elle est intelligente, elle apprend vite. Je pense qu'elle serait parfaite pour ta position. Et je pourrais la payer beaucoup moins cher. J'ai regardé Camille. Elle parlait sérieusement. Elle pensait vraiment que remplacer une experte comptable diplômée avec 11 ans d'expérience par la meilleure amie de sa fille qui n'avait aucune qualification en comptabilité était une bonne idée commerciale. « Camille, j'ai dit, tu réalises que je suis l'experte comptable qui signe l'agrément du cabinet, n'est-ce pas ? Que mon nom est sur tous les documents qu'on envoie à l'ordre ? Que sans moi, le cabinet ne peut pas opérer légalement ? » Elle m'a regardée comme si je lui disais quelque chose que je venais de faire tomber du ciel. « Oui, d'accord, mais tu es une personne, non ? On peut juste trouver quelqu'un d'autre. »« Non, je dois être diplômée d'un master en comptabilité-gestion ou expert comptable agréé. Justine, selon ce que tu me dis, n'a qu'une licence. Justine ne peut pas signer les documents. Justine ne peut pas faire ce que je fais. » Camille a croisé les bras. « Mon père va embaucher quelqu'un d'autre. On trouvera un expert comptable supplémentaire, ou on va passer par une agence. Et pendant ce temps, avant que tu trouves quelqu'un, qui va gérer les audits de Dufour ? Qui va faire les déclarations de TVA ? Justine. Justine ne sait pas ce qu'est la TVA. Elle apprendra. Et c'est à ce moment que j'ai compris que je ne pouvais pas la convaincre. Elle était verrouillée dans sa conviction que l'argent et l'autorité allaient résoudre tous les problèmes. Elle n'avait jamais eu à résoudre un problème seule dans sa vie. Elle avait toujours eu quelqu'un derrière elle pour réparer ses erreurs. J'ai pris une grande respiration. « Camille, je pense que cette décision doit attendre le retour de ton père. »« Non, » elle a dit. « Je suis responsable du cabinet pendant 2 semaines. Mon père me l'a dit. Et je décide que tu es virée, à effet immédiat. Je vais parler à la paye pour les indemnités. » J'ai senti le sang monter à ma tête. Mon cœur battait fort. C'était un moment surréaliste. J'ai dit « Tu ne peux pas me virer comme ça. C'est un licenciement abusif. Il y a des procédures. Et je vais contacter l'ordre. Ton père doit être informé que tu as viré l'experte comptable agréée du cabinet. » Elle a eu un geste de la main. « Contacte qui tu veux. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. On va s'arranger. » J'ai quitté le bureau de Gérard. J'ai regardé Sophie et Margot. Elles m'observaient. Elles savaient déjà. Camille avait probablement déjà parlé à tout le monde. Je suis allée à mon bureau. J'ai pris mes affaires personnelles dans une petite boîte en carton. Quelques photos, un cadeau de départ d'un client en 2013, ma statuette de la Marianne dorée qu'on m'avait donnée à mon inscription à l'ordre. 10 minutes après, je suis partie. Je n'étais pas en colère. C'est bizarre, mais je n'étais pas en colère. J'étais juste consciente. Consciente que Camille avait commis une erreur, une énorme erreur, et que dans 1 ou 2 semaines, quand son père reviendrait et qu'il découvrirait ce qu'elle avait fait, tout allait s'écrouler. Je ne savais pas exactement comment, mais j'en étais sûre. Le jour suivant, j'ai appris l'ordre des experts comptables. Il y a un processus officiel quand un expert comptable quitte un cabinet. Tu dois notifier l'ordre dans un délai de 10 jours. L'ordre envoie alors une lettre au cabinet pour confirmer cette notification et lancer une procédure de révision de l'agrément. C'est standard. L'ordre n'aime pas les surprises. L'ordre aime savoir exactement qui est responsable de quoi. J'ai parlé à une femme nommée Véronique au département de conformité. Elle connaissait déjà le cabinet Harmon. Elle a pris mes informations, ma date de départ, le motif, c'est là que j'ai dit licenciement, et elle a dit que le cabinet serait contacté officiellement. Elle a aussi demandé qui remplacerait mes fonctions. J'ai dit que je n'en avais aucune idée. Elle m'a dit « ça pourrait être un problème. Il faut toujours qu'il y ait un expert comptable agréé responsable d'un cabinet. » Je sais, j'ai dit. Elle m'a dit « bien, nous allons contacter le directeur du cabinet dès demain. » Et alors, l'horloge a commencé à tourner. Justine Favre est arrivée au cabinet le 5 août.
Elle était enthousiaste, anxieuse, elle avait cette énergie de quelqu'un qui venait de se voir offrir un travail sans trop d'efforts. Elle était mignonne, je ne dirais pas le contraire. Sourire doux, cheveux blonds, l'air gentil. Mais aucune idée de ce qu'était une balance comptable. Aucune. J'ai appris plus tard, par Sophie qui m'a texté, que Justine avait regardé un classeur de dossiers clients et elle avait demandé à Sophie « Est-ce que c'est des comptes bancaires ?» Non, c'était des bilans comptables. Les problèmes ont commencé presque immédiatement. Le 5 août, en fin d'après-midi, le cabinet a reçu une lettre de l'ordre. Courrier officiel de l'ordre des experts comptables, écrit en gros lettres rouges. Camille l'a ouverte. Elle disait que Madame Claire Morin avait notifié son départ du cabinet Harmon et Associés et que l'ordre demandait une confirmation officielle de cette information et une documentation complète concernant qui assurerait la supervision comptable du cabinet dorénavant. La lettre donnait un délai d'1 semaine pour répondre. Camille a paniqué. Elle a appelé Gérard. Il était en Corse. Il était au restaurant. Il buvait un verre de vin blanc en regardant le soleil se coucher sur la Méditerranée. Il n'a pas aimé être dérangé. Camille lui a raconté qu'elle m'avait viré et que maintenant l'ordre demandait de la documentation. Gérard a dit quelque chose comme « Quoi ? Pourquoi tu as viré Claire ?»« Parce qu'elle était une surcharge. » « Camille, tu réalises que sans Claire, le cabinet n'est pas agréé, non ? » ?»« Mais papa, on va embaucher quelqu'un d'autre ?» Gérard a raccroché. Il a dit à son ami avec qui il dînait « Je crois que je dois rentrer. » Mais il était sur un bateau. Il ne pouvait pas rentrer immédiatement. Il avait payé pour 2 semaines. Il lui restait 1 semaine et demie. Entre-temps, les clients ont commencé à appeler. Le 6 août, la secrétaire de Dufour et Fils a appelé pour une routine de validation des audits annuels. Margot a dit que la personne responsable était maintenant Justine. Le responsable de Dufour a dit « Qui ?»« Justine Favre. »« Je ne connais pas ce nom. Qui est-ce ? L'experte comptable ?»« Oui. » Il y a eu un silence. « Je vais parler à mon patron. » Le 7 août, 2 choses se sont produites. Premièrement, une inspection fiscale surprise a été programmée pour le 12 août. C'est comme ça que marche l'administration fiscale. Elle ne vous dit pas à l'avance. Elle juste appelle et dit « On arrive demain » ou « On arrive la semaine prochaine ». Le cabinet avait 3 jours de préparation. Sophie, qui était une assistante capable, a paniqué. Elle m'a appelée. Elle a dit « Claire, ils veulent nous auditer la semaine prochaine. On n'a pas les dossiers complets de conformité. Camille ne sait pas où ils sont. Et Justine a regardé la documentation et elle a demandé pourquoi il y avait des pourcentages. « Des pourcentages de quoi ?» j'ai demandé. « Je ne sais pas, c'est la TVA. » Je lui ai expliqué ce qu'était la TVA. Elle m'a dit « Ah, d'accord, donc c'est comme une remise ?» J'ai fermé les yeux. « Non, Sophie, la TVA n'est pas une remise. »« Je sais. » Deuxièmement, Dufour et Fils a gelé son compte, littéralement. Le 7 août, à 14h23, le patron de Dufour, M. Laurent Dufour, un homme d'environ 60 ans, dur à cuire, fabricant depuis 40 ans, a appelé Gérard directement. Pas Camille, Gérard. Il a dit « Je viens d'apprendre que ton experte comptable a changé. Je ne sais pas qui est cette personne, je ne sais pas ce que tu fais, mais un cabinet d'expertise comptable doit avoir un expert comptable de confiance. Je gèle le compte de Dufour et Fils avec votre cabinet. Je vais chercher ailleurs. Au revoir. » Et il a raccroché. 2,8 millions d'euros par an. Gelés. Partis. Pour toujours, techniquement, mais probablement pour toujours vraiment. C'est à ce moment que Gérard a décidé de rentrer de vacances. Il a changé son billet de retour. Il volait de Nice à Paris le 8 août à 18h30. Il serait à Paris à 20h. 11 jours avant la fin de ses vacances. Il a envoyé un email à Camille. « Je rentre demain, ne fais rien de plus. » Malheureusement, il l'a envoyé à 20h. Camille dormait. Elle l'a lu le matin suivant. Le 8 août, pendant que Gérard volait vers Paris, plusieurs choses se sont produites. Justine a appelé un client,
une petite chaîne de boulangerie nommée Pain d'Or, pour discuter de leur audit comptable annuel. Le responsable de la boulangerie a dit « Je m'excuse, mais je ne peux pas continuer avec quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'est la TVA. » Il a aussi quitté le cabinet. C'était un petit client, environ 15 000 € par an, mais c'était un client de confiance depuis 8 ans. L'assistante administrative de Gérard, une femme extraordinaire nommée Nathalie, qui travaillait au cabinet depuis 4 ans, a envoyé une alerte rouge à Gérard. Elle a dit « Gérard, c'est une catastrophe. Dufour a gelé. Pain d'Or s'en va. L'ordre demande de la documentation. L'inspection fiscale arrive le 12. Claire a noté qu'elle partait. Justine ne sait pas utiliser le logiciel comptable. Camille dit qu'on va s'adapter. Je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est un désastre. » Gérard était en train d'attendre son vol. Il a lu ce message dans le salon d'embarquement. Je voudrais dire qu'il a explosé, mais ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'il est devenu très, très calme. C'est le genre de calme que quelqu'un a quand il réalise que tout va très mal et que le calme est la seule réaction rationnelle. Il a appelé Camille de l'avion, même si c'est interdit. Il a dit « Explique-moi exactement ce que tu as fait » et Camille lui a tout dit. Elle le lui a dit comme si elle lui parlait de sa journée, comme si ce n'était rien. J'ai viré Claire pour réduire les coûts. J'ai embauché Justine à sa place. J'ai dit à l'ordre qu'on gérait. Et maintenant, il y a des audits et des clients qui s'en vont, mais c'est normal, c'est juste une transition. Gérard a dit « Camille, as-tu vérifié les qualifications requises pour être l'expert comptable agréé d'un cabinet ?» Pas exactement, mais on va trouver quelqu'un. Non. Tu as viré la seule personne qui peut légalement diriger ce cabinet. Et tu as engagé quelqu'un qui n'a aucune qualification. Le cabinet n'existe plus légalement. Nos clients vont partir. L'ordre va retirer notre agrément. On va être poursuivi en justice. Je rentre demain et tu as intérêt à prier pour que tout soit fixé quand j'arrive. Et il a raccroché. Gérard est arrivé à Paris à 20h15 le 8 août. Il est allé directement au cabinet. C'était un jeudi soir. Le bureau était fermé, mais il avait les clés. Il s'est assis au bureau, il a ouvert tous les dossiers et il a compris l'étendue de la catastrophe. Les rapports d'audit pour Dufour n'étaient pas faits. Les déclarations de TVA pour 3 clients étaient incomplètes. L'ordre s'inquiétait. L'inspection fiscale arrivait dans 3 jours. Et le plus grand client du cabinet s'en était allé. Je ne sais pas à quelle heure Gérard a compris que j'étais la personne qu'il devait appeler. Il a dû comprendre assez vite. J'imagine une horloge en tête-à-tête avec les chiffres. 1h du matin, 2h du matin. Il a probablement attendu 6h du matin avant d'appeler. Il faut donner à Claire le temps de se réveiller. Il a appelé à 7h17 le matin du 9 août. Je dormais. Mon téléphone a sonné. C'était un appel que je n'attendais pas. Gérard Harmon, mon ancien patron. « Claire, je suis désolée. » C'est avec ça qu'il a commencé. « Je suis désolée. »« Bonjour Gérard, » j'ai dit. Je me suis assis au bureau à 2h du matin et j'ai lu tous les dossiers. Je comprends ce que tu avais fait. Je comprends pourquoi tu es indispensable. Je comprends pourquoi j'aurais jamais dû laisser ma fille diriger quoi que ce soit. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Reviens. On peut arranger ça. On peut te donner une augmentation. On peut te faire associer. On peut te donner du capital dans l'entreprise. Je vais te donner ce que tu veux, s'il te plaît. J'ai écouté sa voix. Il était sérieux. Il était paniqué. Il était dans cette position où il réalisait qu'une décision qu'il n'avait même pas prise lui avait explosé à la figure. « Gérard, » j'ai dit doucement, « tu m'appelles à 7h du matin pour me dire que tu es désolé. Mais la désolation ne change pas ce qui s'est passé hier. J'ai été licenciée brutalement par ta fille sans préavis. Elle a dit que j'étais une surcharge. Elle a essayé de me remplacer avec quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'est une balance comptable. Et maintenant que tout s'écroule, tu veux que je vienne repêcher le désastre. » Oui. Non, Gérard. Non. Il y a eu un silence. J'ai contacté un cabinet concurrent hier soir, Bertrand et Partenaires.
Tu sais, rue de la Paix, à côté de la Banque de France. Ils cherchaient une experte comptable avec l'expérience senior. Ils m'ont offert un poste ce matin, après les appels que j'ai passés. Directrice de section, supervisant 3 assistantes comptables. Salaire, 110 000 € plus les primes, avec des stocks optionnels dans le cabinet. Plus important que ça, Gérard, du respect. Je peux t'offrir ça aussi? Non, tu peux m'offrir une augmentation, mais pas du respect. Le respect, tu dois l'avoir montré quand tu laissais ta fille virer quelqu'un sans vérifier ce qu'elle faisait. Gérard a dit « Alors tu refuses ?» Je refuse. Et tu vas laisser le cabinet s'écrouler. Non, je vais laisser le cabinet ressentir les conséquences de ses mauvaises décisions. C'est différent. Il a raccroché. Ce qui s'est passé après, je l'ai appris par Sophie et Nathalie. Gérard s'est ensuite tourné vers Camille. Sérieusement, vraiment se tourner vers elle. Pas avec la colère d'un père déçu, mais avec la détermination d'un homme confronté à son erreur de jugement. Il a dit « Appelle Justine, dis-lui que c'est fini, dis-lui qu'elle peut partir, ou qu'elle peut être assistante comptable si elle veut vraiment rester, mais elle n'est pas experte comptable. » Justine est partie. Camille a pleuré. Gérard a commencé à contacter tous les cabinets d'expertise comptable importants pour voir s'il pouvait recruter quelqu'un rapidement. C'était le week-end. Personne ne répondait vraiment, à part un homme nommé Philippe Mercier, qui avait pris sa retraite de l'expertise comptable, mais qui faisait du consulting. Gérard lui a demandé s'il pouvait revenir pour signer les documents en attente et gérer l'inspection fiscale du 12. Philippe a dit que ça lui coûterait 50 000 € pour 2 semaines. Gérard a accepté sans discuter. L'inspection fiscale du 12 août s'est déroulée tant bien que mal. Philippe Mercier était un professionnel. Il y avait des documents qui manquaient, des petites incohérences, mais rien de criminel. C'était juste le mélange chaotique d'une entreprise qui avait perdu la tête pour quelques jours. L'inspecteur a dit qu'il y aurait une suite, mais pas immédiate. Il n'a pas fermé l'affaire. Il a dit « Ce cabinet doit clarifier sa direction avant de continuer. » Gérard a contacté l'ordre. Il a expliqué la situation. Son experte comptable senior avait quitté, il avait pris des mesures pour assurer la continuité et il cherchait un expert comptable permanent. L'ordre n'a pas été ravi, mais au moins le cabinet ne perdait pas complètement son agrément. Ils lui ont dit que tant qu'il avait une couverture légale dans 1 mois, tout irait bien. Mais entre-temps, les clients s'en allaient. Au-delà de Dufour et Pindore, d'autres clients commençaient à remarquer l'absence d'une personne qu'ils connaissaient, moi. Un client dentaire a demandé « Où est Claire ?» Un client manufacturier a dit « Elle n'est pas là ?» 3 autres clients ont décidé de chercher ailleurs. Ce n'était pas dramatique, c'était juste une hémorragie silencieuse d'affaires. Gérard a essayé de me reconnecter une 2e fois. Il a envoyé un email signé. Il a dit « Je comprends ma faute, je l'accepte complètement. Je veux simplement savoir, qu'est-ce que ça prendrait pour que tu reviennes ?» Je n'ai pas répondu. Je n'avais rien à ajouter. Chez Bertrand et Partenaires, ma nouvelle vie a commencé. J'ai eu mon propre bureau, j'ai eu une équipe, j'ai eu des clients qui respectaient mon expertise. Et franchement, ça a été le meilleur changement professionnel que j'aurais pu faire. Gérard, lui, a finalement trouvé un expert comptable, un homme nommé David Leclerc, 38 ans, qui était disponible à partir de septembre. David était bon, mais il n'avait pas mes 11 ans d'histoire avec le cabinet. Il ne savait pas comment était structuré le système de Gérard. Il ne connaissait pas les clients. Et surtout, il n'avait pas la crédibilité que j'avais. J'avais été signée sur chaque document depuis 2013. David était le nouveau gars. À la fin de l'année 2024, Harmon et Associés avaient perdu 5 clients majeurs. Son chiffre d'affaires avait baissé de 28%. Et l'équipe restante, Sophie, Margot et Thomas, ils étaient démotivés. Camille s'était inscrite à des cours en ligne sur la gestion d'entreprise. Trop tard. Quant à Justine, elle a trouvé du travail dans la communication. Elle était bonne à ça, apparemment. Les gens m'ont dit qu'elle travaillait maintenant pour un cabinet de relations publiques et qu'elle était très heureuse. À chacun son truc. Et moi, je prospérais. Après 3 mois chez Bertrand et Partenaires, j'ai reçu une promotion supplémentaire. Après 6 mois, on m'a offert 2% du cabinet.
Après 1 an, j'avais la meilleure vie professionnelle que j'avais jamais eue. Pas seulement parce que j'étais payée plus cher, parce que j'étais appréciée, parce que mes patrons savaient ce qu'ils avaient, et parce que je ne travaillais jamais pour un patron qui laissait sa fille virer les gens importants sans réfléchir. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que votre valeur professionnelle ne vient pas seulement de votre titre ou de votre compétence. Elle vient aussi de sa visibilité. Et elle vient de la façon dont vous la présentez. Si tu es un expert qui fonctionne dans l'ombre et que tout le monde pense que tout marche tout seul, personne ne va réaliser ce que tu fais. Gérard n'a pas réalisé ce que je faisais. Il pensait juste que le cabinet marchait bien. Il ne réalisait pas que c'était parce que j'étais là, tous les jours, en train de signer les documents, de gérer les audits, de rassurer les clients. Et c'est peut-être ça la vraie leçon. Fais ton travail bien, mais assure-toi que les gens savent que c'est toi qui le fais. Pas par l'ego, pas par la méchanceté, mais parce que la visibilité, c'est une protection. Ça t'empêche de devenir jetable aux yeux de quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu fais. Gérard, lui, il a appris que tu ne peux pas laisser quelqu'un qui ne sait rien diriger ton entreprise juste parce que c'est ta fille. Et Camille, elle a appris qu'on ne peut pas remplacer l'expertise par l'assurance. Et Justine, eh bien, Justine a appris qu'elle était meilleure en communication qu'en comptabilité. Et le cabinet Harmon et Associés? Il a survécu, il fonctionne toujours. Mais il ne sera jamais ce qu'il était. Ce n'est pas une tragédie, c'est juste la conséquence naturelle d'une mauvaise décision prise au mauvais moment par la mauvaise personne. Voilà, l'histoire de comment j'ai appris que je n'étais pas juste une experte comptable. J'étais la personne sans laquelle rien ne fonctionnait légalement. Et parfois, c'est seulement quand on te retire qu'on réalise ce que tu valais réellement.